Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je vous souhaite la bienvenue dans Trail Business Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du trail running. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter dédiée à l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes et des territoires. Milestone organise également chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Si je vous dis wise, à quoi pensez-vous ? En français, cela signifie sage, mais dans le monde de l'ultra trail, c'est la marque premium d'équipement à forte soutenabilité et qui est partenaire de cet épisode de Trail Business Club. Le couple de pratiquants fondateurs, Axel Nardou et Guillaume Bocas, a installé son entreprise à Annecy. Depuis 2019, Wise innove autant par ses produits que par son modèle économique vertueux. Les produits sont notamment co-développés avec la communauté grâce aux plateformes digitales. Les matières sont fabriquées par un fleuron de l'industrie française et assemblées au Portugal dans un atelier à la pointe technologique. Tout cela avec un objectif, pas de compromis technique ou environnemental. Alors, n'attendez plus pour découvrir cette marque qui relève les défis de notre époque. Rendez-vous sur le site à l'adresse wisetrailrunning.com. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Diard, CEO du groupe Salomon pendant 10 ans, co-créateur de la marque Oka, président de OSV, vice-président du groupe Dekers et aujourd'hui, dans le cadre de ses fonctions, directeur de l'innovation. Jean-Luc, tu es installé en Californie, on se parle à distance avec 9 heures de décalage. Depuis 7 ans, tu es à Santa Barbara, sportif engagé, on y reviendra, père de famille. Merci de nous recevoir depuis la Californie et surtout, on va balayer tous ces sujets pendant 50 minutes, 1 heure. Est-ce que tu as des choses à compléter ou à ajouter à mon introduction pour te présenter très brièvement ? Merci à toi, Fred, pour cette introduction. J'ai effectivement fait passer l'essentiel de ma carrière au départ chez Salomon dans diverses fonctions, démarrant en tant que stagiaire et ayant eu la chance de pouvoir démarrer, de créer et démarrer avec l'aide de diverses personnes une multitude de différentes activités dans le cadre de l'entreprise Salomon, notamment l'activité ski, puis ensuite le snowboard, puis le patin en ligne, puis le footwear dans sa version moderne. Et ça a été une chance assez incroyable que l'entreprise a permis de faire avec un patron fondateur, Georges Salomon, qui n'hésitait pas à donner des chances à des jeunes. Alors justement, stagiaire en 81, directeur marketing 12 ans plus tard et directeur général de 97 à 2007. Comment on devient le grand patron, surtout qu'en plus c'était l'ère Adidas, puisque pendant 7-8 ans, vous avez été sous l'égide de Adidas, du groupe Adidas. Oui, complètement. Je crois que la chance, comme je l'ai dit, ça a été d'avoir une entreprise, d'une part, qui avait un état d'esprit d'aller de l'avant, d'innover, de ne pas hésiter à prendre des paris assez fous par certains côtés, mais en se disant que si on était capable d'apporter des bénéfices consommateurs tangibles, euh, bah, beaucoup de choses étaient possibles. Et cet état d'esprit, je dirais, qui était dans l'entreprise, donc a permis ces diverses avancées. Et j'ai eu la chance qu'on me donne la responsabilité de mettre en place un certain nombre de ces avancées, soit en les créant de zéro, soit dans d'autres cas en ayant à restructurer en quelque sorte et à réorienter certaines choses, comme ça a été le cas dans la chaussure alpine, où à un moment donné, le marché avait complètement changé par rapport à ce sur quoi Salomon était, et il a fallu réagir et changer de trajectoire très rapidement. Et donc l'ensemble de ces expériences, aussi bien je dirais, de création ex nihilo, comme c'était le cas pour le ski ou le snowboard ou le patin en ligne, ou aussi bien que des expériences de redirection de trajectoire comme la chaussure alpine ou comme Mavic m'ont permis je dirais, d'acquérir l'expérience qui a amené
à la nomination en tant que directeur général au moment où le groupe est passé en collaboration avec Adidas. Alors justement, une collaboration qui a aussi été très riche en expérience, j'imagine, parce qu'on passait d'une entreprise familiale annécienne à forcément l'un des leaders mondiaux à la fois du matériel de sport, de la chaussure. Ça s'est passé comment cette transition et cette expérience avec forcément en plus une culture différente, une culture allemande de l'autre côté? Alors, il y a eu un petit peu deux phases. Il y a eu une phase de démarrage qui a été assez difficile parce que c'était effectivement un espèce de choc de culture. Mais l'apport d'Adidas a été fondamental pour le développement du groupe et de la marque Salomon. Ce que ça a apporté, c'est déjà cette vision au-delà de l'équipement. C'est-à-dire que dans le sport, on raisonnait au niveau de Salomon essentiellement équipement, mais les gros marchés sont le footwear et le textile, de très très loin. L'équipement, en gros, si on prend de manière globale dans l'ensemble du sport, l'équipement, c'est à peu près 15% du marché. Le reste est le footwear et le textile. Et donc, il s'agissait d'être capable de passer cela, de passer cette évolution de manière à rendre l'entreprise et le groupe, je dirais, durable, parce que dès lors qu'on est dans l'équipement, donc non seulement on est sur un marché qui est petit, mais on est sur des marchés qui sont très, dans certains cas, comme c'était le cas pour Salomon avec le sport d'hiver, très dépendants, je dirais, de l'aspect saisonnalité, de l'aspect météo. Et puis, c'est un marché qui est extrêmement difficile et extrêmement coûteux en termes d'investissement et en termes de retour sur investissement. Donc, les marques qui ne sont que sur l'équipement sont des marques qui ont tendance à être beaucoup plus fragiles. Donc, le fait d'avoir cette extension-là était absolument fondamental et c'était une plateforme qu'on avait commencé à aborder avant l'arrivée d'Adidas et bien entendu qui s'est accélérée avec l'arrivée d'Adidas. Ce qui a permis aussi à Adidas de faire, c'était d'avoir donc des réseaux de sourcing qui étaient différents, on était essentiellement concentré sur l'Europe. Ça nous a permis d'avoir des réseaux de sourcing qui étaient beaucoup plus développés sur l'Asie, et puis d'avoir une distribution qui était encore plus globale, puisqu'Adidas était implanté dans une multitude dans tous les pays du monde, pour faire simple. La partie difficile, c'était des chocs de culture un petit peu dans différents domaines, ce qui est logique à chaque fois qu'il y a, je dirais, une collaboration de ce type qui se passe. Mais on a eu la chance d'avoir un président d'Adidas qui avait une vue assez claire sur la manière de faire les choses, qui était par ailleurs skieur, qui était un très bon skieur, ce qui aidait beaucoup. Et Robert Louis Dreyfus, lorsqu'il avait établi la connexion entre Adidas et Salomon, avait défini déjà des bases qui étaient très saines, en disant on va pas forcément aller chercher Nike en termes de volume, mais on va essayer de faire différemment et on va essayer de faire des regroupements entre Adidas et les différentes marques du groupe Salomon dans différents domaines. Donc par exemple Adidas TaylorMade en golf, Adidas Mavic en cycling, Adidas Salomon en ski de fond, etc. Donc on a commencé à mettre en place des synergies de marques entre des marques qui avaient déjà une présence dans l'équipement, si je prends par exemple Adidas TaylorMade Golf, et une marque comme Adidas qui, elle, pouvait continuer à se développer aussi dans le textile et dans le footwear qui était associé, tout en apportant l'expérience textile et footwear à la marque d'équipement. Donc ça a été après, on va dire, 6 mois, 1 an un petit peu de choc culturel. La machine s'est bien mise en route et ça a créé effectivement le groupe Salomon moderne en quelque sorte, de par ce regard beaucoup plus large que celui qu'on avait à une certaine époque. Donc ça, c'est 98, hein, le Radidas Voilà, ça le c'est rachat. 98 à 2005. Et en 2005, en fait, ce qui s'est passé en décembre 2004, en réalité, le premier départ, c'est qu'Adidas a eu l'opportunité de racheter Reebok. Euh, et les actionnaires à ce moment-là du groupe Adidas ont vu cela comme une opportunité majeure, une opportunité rare,
de pouvoir se développer beaucoup plus fortement sur le marché nord-américain, d'avoir des synergies immédiates en termes de sourcing de produits, de bénéficier aussi de connexions qu'avait Reebok dans différents domaines du sport au travers de licences ou de partenariats particuliers qu'ils avaient. Et pour financer ce rachat de Reebok, eh ben, il fallait quelque part trouver des financements. Et le financement a été le fait de se dire, bah, on a déjà fait un bonhomme de chemin avec le groupe Salomon. Ben, maintenant, il faut peut-être qu'on passe à autre chose. Et donc, la décision de revendre l'ensemble des activités du groupe Salomon pour contribuer à financer le rachat de Reebok. Donc, euh, donc une étape sur laquelle il y avait des doutes, je dirais, dans le cadre même du management de l'équipe Adidas. Mais bon, le choix a été fait au niveau des actionnaires et ce qui a amené donc à ce moment-là le rachat du groupe Salomon par le groupe Hammer, courant 2005. Et toi, l'aventure s'arrête, je crois, en 2007, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, durant cette période, moi, j'avais noté quelques temps forts. En 1993, il y a eu un temps fort sur le hiking. Il y a la refonte un petit peu du hiking. 96, il y a l'époque du roller. Donc là, on est toujours sur de l'équipement. Après, il y a eu le surf des eaux, le surf des mers. Ouais, C'est ça. c'était une très belle histoire. Très... Bah, Et c'était l'idée de créer un petit peu tout un univers action sports avec ce qui était snowboard, skateboard et surf. Euh, et, et on avait bâti aussi cette plateforme après en liaison avec Adidas. Et c'était bien parti. Et puis on a eu il y a eu des choses assez exceptionnelles puisque même Kelly Slater a fait son retour en utilisant une des planches qui avait été développée dans le cadre de Escort. Euh, et bon, après, c'est tombé dans le cadre du regroupement avec Hammersport et ça devenait plus une des priorités du groupe. Donc ça a été mis de côté. alors, cette diversification produit, est-ce qu'elle était déjà envisagée parce que au niveau du marché du ski, Salomon, c'était uniquement le marché du ski, de la chaussure, de la fixation et du ski. Est-ce que c'était déjà d'envisager qu'il pouvait y avoir des changements dans les stations de ski? Est-ce qu'on parlait déjà de cela dans les années 90, début des années 2000, en se disant, bah, il faut peut-être qu'on aille sur le marché du trail et plus généralement de l'outdoor et de la montagne et de la randonnée? Alors, il y avait plusieurs choses. Bon, déjà, ce que Georges Salomon et Michel Barthaud à l'époque avaient démarré très tôt, ça avait été la diversification du groupe Salomon avec le golf. Donc le rachat de TaylorMade, qui s'était fait des années plus tôt, avait été une étape assez incroyable de changement vraiment, ou d'addition de domaines d'activité pour l'été. Puisque ce qui était très clair, c'est que être une marque qui n'était que sur de l'équipement en sport d'hiver était une situation qui était vraiment délicate. Il suffisait de voir régulièrement à quel point que ce soit des groupes comme Rossignol ou des groupes comme Salomon étaient contraints à un certain nombre de restructurations suite à des hivers sans neige pour se rendre compte que c'était une situation qui était tout le temps délicate à vivre. Donc il fallait d'autres domaines d'activité. Donc ça a été en premier lieu la partie golf. En complément de cela, un petit peu plus tard, il y a eu le rachat de Mavic dans le cycle. Et en interne, au niveau de la marque Salomon, effectivement, une vision plus large de se dire, on est dans la montagne, et cet univers de la montagne, il a 365 jours par an, et dans ces 365 jours par an, quelles sont les activités qu'on fait le plus par ailleurs? On marche en montagne, quoi. De manière générale, on marche, on court en montagne de façon générale. Et puis, en complément de ça, y a-t-il d'autres sports qui sont des sports qui ont des connexions avec ce qu'on fait, mais qui sont pratiqués l'été? Donc, l'inline skate était par exemple le pendant du ski de fond de l'hiver, donc facilement. Donc, la vision, et j'ai bâti une plateforme à un moment donné qui était de dire le sport d'hiver ne doit pas représenter plus de 25% du chiffre d'affaires du groupe. Euh, parce que si on est à plus que cela, on sera toujours dépendant de la météo, qui n'est absolument pas une manière dont on peut garantir des emplois à des personnes,
une manière dont on peut garantir, je dirais, une pérennité d'entreprise. On peut pas Donc c'est investir assez dedans, radical. quoi. Ouais, quand on prend des pourcentages comme ça et on se fait traiter un petit peu de fou, je dirais au départ quand on met des éléments comme ça, mais c'est très rationnel, c'est très simple en finale, et à partir de là, ça donne un cap. Donc combien de temps ensuite ça prend pour avancer, bah, ça on sait jamais le dire, mais au moins on a une vision, on a un cap, et à partir de là, on s'intéresse aussi aux domaines qui sont susceptibles d'apporter ces volumes qui sont différents. Euh, et la partie effectivement, je dirais du footwear, alors elle avait été vue au départ plus sous l'angle trekking. Et ça, c'est une chose où avec diverses personnes, on avait essayé de faire corriger ça très très vite, parce que le trekking c'était limité, je dirais, en termes de potentiel. Par contre, la marche au sens plus large était beaucoup plus forte. Et là, il y a eu ensuite d'autres personnes qui ont trouvé des idées fantastiques, et ça a été le cross-hiking. Donc, euh, donc, je ne sais pas ce que vous allez faire ce week-end, mais j'ai des chaussures qui vont vous permettre de le faire. Et ça a été vraiment une très très bonne avancée. Ça s'est combiné avec le développement de cette activité dans le cadre d'un design center aux États-Unis, à Boulder, que j'ai eu la chance d'initier à l'époque, de manière à se mettre au cœur du marché le plus gros. Et ça fait partie aussi des choses importantes que le groupe savait faire, je dirais, qui était de se mettre au cœur des marchés les plus importants et pas toujours voir les choses sous l'angle de la France, sous l'angle de la Savoie, qui fait qu'on se limite dans ses points de vue. Donc il y a cette période de transition un petit peu, et la première chaussure de trail est le moment où où vous décrétez d'aller sur le trail. C'est quelle date? Alors le point de départ, en fait, c'était le Raid Aventure. Le point de départ, c'était le Raid Aventure en 98. Euh, et la personne qui a amené ça, le premier, c'est un Américain qui était chef de produit, qui s'appelait John André Lunas, et qui a donné cette vision au travers du raid aventure d'un sport nouveau, peu connu, mais qui avait des exigences particulières en termes de produits, parce qu'il s'agissait d'aller dans la nature, jour et nuit, en équipe, quelles que soient les conditions, sur les terrains les plus difficiles, pendant plusieurs jours. Et ça a donné le positionnement, un positionnement différent, qui s'est traduit par un partenariat avec Alain Guémard et le Raid Gauloise au départ, la création également du circuit Cross Aventure mondial à l'époque. Et ça a été vraiment le point de départ de l'accélération footwear pour donner un contenu beaucoup plus sportif, plus jeune et moins traditionnel, chaussures de cuir, hiking, en quelque sorte. Le cross-hiking avait été une première amorce, mais là, il s'agissait de passer un stade plus loin et d'aller et de vraiment se différencier. Donc ça, c'est ce qui a créé les produits qui sont toujours en fait d'actualité dans le cadre de l'entreprise, puisque la XA Pro 3D ou la Speedcross, etc., sont nés de cette époque parce qu'il y avait des besoins particuliers je dirais, dans le cadre de la pratique. La difficulté du raid aventure, c'était le fait que c'était limité en nombre de personnes qui pratiquaient le sport. C'était très très bien en image, c'était médiatisé de manière intéressante, mais ça nécessitait en fait d'entretenir les événements d'une part, donc d'investir beaucoup à ce niveau-là, et limitatif parce que ça demande beaucoup d'équipement, parce que ça coûte plus cher, etc. Et c'est là que graduellement, l'évolution s'est faite vers le trail. Donc, de dire, il y a une version plus simple du raid aventure qui est en train de démarrer, qui est le trail, et de la même manière, investissons-nous à fond là-dedans. Donc, mais le point de départ, ça a été le raid aventure, donc en 98. Et je crois même il y a eu une Le trail est version, arrivé vers début 2000, en gros. il y a même une version
Crosswinter chez Salomon, une ou Oui, deux années, où vous essayez justement de croiser à la fois, je crois, les rollers, les chaussures qui étaient adaptables sur des skis nordiques. Tout était, en fait, il y avait une seule complètement. chaussure qui faisait Ouais. tout le Et, produit, c'est ça, hein? et des interfaces, voilà, et des interfaces. Donc, ce qui est de bien dans ces choses-là, et ça, c'est un principe un petit peu je dirais, de l'innovation, c'est d'aller vers des choses qui sont parfois vues comme des éléments de niche, qui sont assez extrêmes. Mais quand on va vers l'extrême, on a des problèmes particuliers à résoudre. Et quand on résout ces problèmes particuliers, ça donne plein d'idées pour des produits, je dirais, d'une utilisation polyvalente au quotidien. Et tout en se créant une image particulière sur le sujet. Donc c'est ça qui a été le point clé. Par exemple, une XA Pro 3D, il fallait qu'elle soit très durable, il fallait qu'elle accroche bien dans toutes les conditions, il fallait qu'elle tienne le pied, il fallait, enfin, tout un tas il fallait qu'elle soit suffisamment légère, ainsi de suite. Euh, et, euh, et bien entendu, ben, quand on fait ça dans une perspective d'être dans la nature pendant 5 ou 6 jours, ben, la balade de 2 heures dans le Mont Verrier, elle est d'autant plus facilitée. Donc c'est toujours un petit peu cette démarche-là, je dirais, d'aller loin. Euh, le trail, à ses départs, c'était assez marrant parce que personne ne savait où le mettre. Est-ce que c'est l'acheteur running? Est-ce que c'est l'acheteur outdoor? Sur quel mur est-ce que je le mets? Est-ce que ça va vraiment se développer? Etc. etc. Il y a eu, quand on est au départ de quelque chose que les gens pratiquent, mais soit ils le pratiquaient avec leurs propres chaussures de running classiques, soit ils trafiquaient un petit peu leurs chaussures de hiking. Donc il y avait déjà des amorces, il y avait et gamins, tous ceux qui étaient en station, quand on s'entraînait, on faisait que ça, on courait dans la nature, avec nos baskets habituelles, mais on savait pas que c'était un sport en quelque sorte. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait l'opportunité de le structurer, enfin de contribuer à le structurer un petit peu pour le développer, sachant qu'il y avait bien entendu déjà quelques courses qui existaient, mais c'était complètement inconnu. Alors justement, il y avait ces courses qui existaient, hein, comme Templier, 6000D, Cross du Mont Blanc, c'est pour les plus connus qui ont résisté un petit peu au temps. Mais il y avait aussi des marques qui existaient. Il y avait les célèbres Pegasus de chez Nike, les Cascadia de chez Brooks, les Trabuco de chez ASICS, les Riot de chez Adidas. Et à quel moment le patron que tu es à cette époque-là, puisque tu es au patron de la marque en plein moment où vous décidez d'aller sur le trail, c'est un coup de poker, c'est être visionnaire d'aller sur le trail, ou c'est de se dire ben on tente et on essaye comme on avait fait avec le roller, le surf, où il y avait vraiment une vraie vision de se dire c'est là-dessus qu'il faut aller. Oui, alors c'est la combinaison de plusieurs choses. C'est le fait et notamment là, je dirais, avec Adidas, ça a permis vraiment d'accélérer les choses. C'était de trouver un univers footwear qui puisse avoir un gros potentiel. Euh, et de manière générale, les gens n'étaient pas très contents des chaussures de marche au sens classique. C'est-à-dire que lourdes, vieillottes, et il suffisait de regarder les gens sur les chemins pour se rendre compte que déjà la très vaste majorité de la population féminine n'utilisait pas des chaussures de hiking, que les jeunes, de manière générale, n'utilisaient pas des chaussures de hiking, ou les gens plus sportifs n'utilisaient pas ces chaussures-là, parce que ça ne répondait pas ni à leur goût visuel, ni à leurs besoins de pratique. Donc, clairement, une opportunité. À partir de là, Adidas, qui avait aussi cette expérience du monde du footwear, c'était de se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut pousser qui soit un angle particulier euh, et qui soit aussi un peu différent de l'angle qu'Adidas a. Et si on le prend bien, on peut devenir, je dirais, même si on n'est pas les premiers, on peut devenir leader du domaine. Mais ça suppose d'aller plus loin aussi dans l'événementiel, ce qu'on avait l'habitude de faire chez Salomon, c'est-à-dire quand on crée quelque chose, un produit nouveau, c'est pas juste le fait de créer un produit nouveau, c'est aussi l'associer à des pratiques et de combiner ça avec les événements qui permettent de déclencher en quelque sorte l'envie de contribuer à faire évoluer la pratique. Donc ça, c'était une mécanique qu'on savait faire, qu'on avait toujours fait dans plein de domaines.
Donc, ça a été assez naturel d'identifier finalement, il y a un marché potentiel qui est là. Et il y a des bribes, il y a des pièces de puzzle qui existent, comme toujours. On n'invente jamais rien depuis zéro. Hein, ça, faut être très humble sur le sujet. Il suffit surtout je dirais, d'être à l'écoute, d'être curieux et de se dire comment est-ce que ces différentes pièces de puzzle peuvent s'enclencher pour bâtir quelque chose de significatif. Et c'est ça qui a été fait, je dirais, de bâtir un univers en se disant, ben, on peut donner accès à l'outdoor avec des chaussures que les gens vont beaucoup plus apprécier. Euh, et en faisant cela, on va attirer une population qui est plus large. Et pour l'entreprise, avoir un domaine d'activité donc qui est amené à se développer en contre-saisonnalité du matériel sport d'hiver. Et on a certaines synergies de savoir-faire dans les chaussures, comme notamment à partir de ce qui avait été fait sur les chaussures de ski de fond, dans des serrages, dans des éléments de tenue, on a un certain nombre d'éléments qui peuvent s'appliquer là-dessus. Euh, donc, donc, donc voilà l'évolution qui s'est faite. C'est venu à différents moments parce qu'il y avait déjà eu des gens qui avaient à l'intérieur de l'entreprise qui avaient dit mais faites cette chaussure de fond, mettons-lui simplement je dirais, caoutchouc classique et puis on peut courir avec. Donc, puis à un moment donné, les éléments je dirais, s'alignent en quelque sorte. Et là, on se dit, bah oui, là il y a quelque chose et il faut y aller et allons-y à fond. Alors, on connaît la suite de l'histoire, hein. Salomon devient l'un des leaders mondiaux assez rapidement, à la fois en termes d'événements, en termes d'athlètes. Mais si on revient à ta carrière à toi, donc 26 ans chez Salomon, 10 ans en tant que patron de la marque, et en 2007, donc départ de chez Salomon. Et là, la création d'une marque, on y vient, un peu le deuxième volet important de ta carrière, c'est 2009, la création de la marque Oka. Comment est née cette idée, cette envie de créer une marque, sachant que on me susurre quelque part qu'il y a eu par moment aussi cette marque, ce côté oversize et l'envie d'aller vers quelque chose n'est pas seulement né en 2009, mais que c'était déjà un peu dans les têtes depuis 2000 et un certain raid en Sicile. Comment ça s'est passé tout ça? Alors, sous l'angle, je dirais, du point de départ de créer une entreprise, c'était le fait de se dire, après avoir eu la chance de pouvoir lancer différentes activités nouvelles chez Salomon, la chose ultime, je dirais, sous l'angle business, c'est quand tu es capable de créer quelque chose de A à Z. Quelle que soit la taille du domaine, mais de prendre le risque, d'oser créer une entreprise. Ça, c'est quelque chose je dirais que j'avais en tête. Et quand je dirais, la relation avec Salomon s'est terminée, ça a été immédiatement, je dirais, un élément de se dire bon, quoi faire? Est-ce que c'est reprendre un poste de management classique dans une autre entreprise, etc. Ou est-ce que c'est de créer quelque chose d'autre? Et la motivation de créer quelque chose de A à Z était forte. La deuxième chose, par rapport à la notion je dirais, de concept, en quelque sorte, 2 ans auparavant, oui, seulement j'avais fait une note qui s'appelait concept XXXL, et qui voulait dire à la fois ultra large et ultra light. Et ça, c'était simplement lié au fait que tous les sports avaient évolué par exemple, les têtes des clubs de golf avaient énormément changé. Elles étaient non seulement devenues une tête classique d'un bois, au départ c'était 250 cm3, puis c'était passé à 350, puis à 400, puis à 450, puis à 500 cm3, et tout en doublant en taille, en fait, le produit était devenu beaucoup plus léger, et il était devenu en même temps plus tolérant et plus performant de manière générale. Les skis avaient changé, on était passé de trucs étroits, longs, etc., à des choses qui étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus marquées, plus courtes, donc on était passé à l'oversize. Les roues de vélo, pareil, tout ce qui était les jantes étaient devenues oversize. Donc il y avait un environnement général qui montrait que
si tu allais vers l'oversize et qu'en même temps tu étais capable d'avoir un poids qui était plus faible, en général, tu étais capable d'amener à la fois du confort, de la tolérance, mais en même temps plus de performance. Donc ça, c'était une observation de manière générale de se dire, il y a des choses, il y a des domaines, tous les domaines qui ont vu qui ont vu ce type d'évolution ont connu un vrai changement. Et en regardant le domaine de la chaussure, et d'autant plus on avait directement accès, je dirais, à beaucoup de choses dans l'univers de la chaussure au travers de la relation avec Adidas, c'est de se rendre compte que les chaussures n'avaient pas vraiment changé. Et qu'on pouvait prendre justement une Nike Pegasus, comme tu disais, Nike Pegasus 5 ou 6, et puis une Nike Pegasus 21 ou 22, et il fallait quand même chercher la différence, pas au microscope, mais fallait essayer de trouver les différences. Donc, alors que les autres domaines avaient évolué de manière beaucoup plus évidente et de manière beaucoup plus forte. Donc ça, c'était un point clé. Et effectivement, c'était associé avec des notions de sensation sur le fait que quand on est capable de courir dans du sable, dans de la neige, dans de la puzzolane, etc., on a cette sensation de facilité, de légèreté, de côté agréable, qui était diamétralement opposée au fait que les gens haïssaient le fait de courir, de manière générale. Donc, la plupart des gens disaient non, moi, plus jamais je ne courrai parce que ça me fait trop mal, c'est trop difficile, c'est trop exigeant, etc. Alors qu'en tant que sport, c'est le sport le plus facile à pratiquer, le moins coûteux à pratiquer, immédiatement bénéfique tant sous l'angle santé physique que santé morale. Et là, c'est de se dire, il y a quelque chose qui pourrait exister. Et en plus, en raid aventure, on avait cette notion de, et tu le sais, puisque tu en as fait aussi suffisamment, tu passes de courir à pied à monter sur ton vélo, sur les mêmes chemins. Et bien entendu, la descente en vélo, ça devient un vrai plaisir. Donc, tu dis, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir ce plaisir à la descente qu'on a avec d'autres équipements? Et d'autant plus que quand tu arrives à la fin d'une descente longue, difficile, etc., et qu'il s'agisse de redémarrer la montée suivante, tu étais fracassé parce que tes jambes en pouvaient plus à tous les niveaux. Donc c'est un peu la combinaison à la fois effectivement d'expériences passées via le raid d'aventure en se disant il y a des choses où on doit pouvoir faire évoluer l'équipement. C'est le constat en regardant tout l'équipement au sens large, que l'équipement avait évolué au travers notamment de ces concepts oversize et légèreté là. Et puis après, c'est la volonté de créer quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, ça s'est formalisé dans le fait de dire, il y a peut-être un univers qui est bien, qui est effectivement le footwear, avec un angle de départ qui soit différent. Et voilà, ça a donné l'envie de créer quelque chose de nouveau. Alors justement, tu disais tout à l'heure que chez Salomon, le constat était aussi de se dire que les gens qui pratiquaient la randonnée, ils trouvaient pas forcément le produit adapté. Est-ce que le concept Hoka d'oversize, qui était nouveau, révolutionnaire, il s'associait en même temps à l'image du ski freeride, c'est-à-dire de se dire, on va aller courir dans des zones où d'habitude on peut pas parce que c'est trop compliqué, ça s'enfonce, c'est trop dangereux. Et puis le côté un petit peu fun, est-ce qu'il y avait cette envie aussi de rajeunir, de relooker le monde du running? Oui, complètement. Quand on est gamin et qu'on court en descente, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les bras, on crie, éventuellement on se casse la figure, etc. Mais il y a ce côté, il y a ce côté fun. Et quand on est dans les puzzolanes, par exemple, on retrouve cet aspect gamin, ou dans la neige, pareil, ou dans une dune de sable. Donc c'est ce côté être capable de jouer avec l'environnement au lieu de le subir, c'est un élément important. Donc cette image freeride, ce côté un petit peu aussi prise de risque par certains aspects dans la descente pour aller plus vite,
qui donne parce que le freeride c'est à la fois la liberté, mais en même temps c'est une sensation, enfin une notion de performance qui est assez exceptionnelle puisqu'elle est il faut réagir dans l'instant en permanence sur un terrain qui évolue. Et c'est ça qui était plaisant aussi dans cette notion d'aller vite en descente sur un terrain irrégulier, parce que on ne pense à rien que sinon le dixième à venir, là, où est-ce que je mets le pied et qu'est-ce qui va se passer, et puis le pied d'après, puis le pied d'après. On n'est pas à regarder la montre avec le chrono, et est-ce que mon rythme, il est de 6 minutes au mile ou je sais pas quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est un côté beaucoup plus fun, mais c'est une exigence de performance de la même manière, parce qu'il faut que pour pouvoir faire ça, non seulement il faut que la personne ait des capacités, mais surtout il faut que l'équipement te permette de le faire. Donc, euh, donc ça a été le fait de se dire, bah, il y a des choses, je dirais, en regardant la chaussure de manière générale, il y avait un élément au départ qui était simple déjà, c'était de se dire, plus on se rapprochera de la roue, mieux ce sera. Donc ça, c'est simplement la notion de dérouler, je dirais, qui crée moins d'efforts. Et il suffisait d'avoir essayé à un moment donné une chaussure MBT, par exemple, qui était, elle, sur un principe d'instabilité complète, mais qui permettait de découvrir ce type de sensation pour se dire, il y a quelque chose là qui est clair, et la roue sera toujours beaucoup plus efficace que quoi que ce soit d'autre. Après, il faut mettre, je dirais, un certain amorti pour pouvoir s'adapter à la fois au terrain et puis à la fois pour récupérer les chocs. Mais ça, après, ben, il faut l'adapter à tout un tas de situations. Donc, parce qu'on ne fait pas que descendre, il faut descendre et monter, il faut être en travers, il faut être sur plein de trucs. Et donc, graduellement, le concept, je dirais, a pris forme. Euh, mais c'était cette volonté, effectivement, au départ, de prendre un angle différent et de se dire, de toute façon, à terme, le marché, c'est le marché de la route, c'est pas que c'est pas le trail. Le trail, c'était, quand on a démarré, c'était même pas 5% du marché de la chaussure de running. Mais si on est capable de prendre un angle qui est complètement différent de celui d'Adidas, Nike, ASICS, etc., et si tu es capable de faire 160 km ou 100 miles, on va dire, pour faire simple, autour du Mont Blanc, et ben, ton petit jogging au bord de la plage de 1 mile, bah, il y a des chances que ce soit plus facile et plus agréable. Voilà. Donc 2009, création de la marque Oka, une ascension assez rapide, parallèlement et dans le même temps un concept aussi assez décrié, puisque beaucoup de gens s'interrogent, beaucoup de gens se posent des questions. On a les spécialistes du corps médical qui disent que c'est peut-être pas forcément bien d'avoir des chaussures surcompensées, tout ça. En attendant, on se retrouve en 2024 aujourd'hui. On voit que beaucoup de marques depuis 2-3 ans sortent des produits oversize. Tout le monde y est revenu. Comment t'expliques ça? C'est un succès? C'est la nécessité du marché, du consommateur qui appelle à ce regain d'attention pour l'oversize? Ouais, bah, bon, comme toute innovation, d'une part, déjà au départ, tu t'attends toujours à ce que ce soit décrié. Je dirais, changer un petit peu les repères, et on l'avait vu dans tous les domaines dans lesquels on avait démarré. C'est changer les repères des experts à un moment donné, et ça donne naissance à des questions, des interrogations, etc. en permanence. Donc ça, on savait qu'on allait être, je dirais, un petit peu taquiné sur le sujet pour l'avoir déjà vécu. Donc, on avait un certain recul par rapport à ça. Mais ce qui était en plus très particulier et qui a été une chance exceptionnelle, c'est le fait qu'à ce moment-là, on était en plus en pleine période minimaliste. Donc, on était diamétralement opposés en hauteur, on va dire, mais en fait, on avait déjà des points qui étaient communs. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler là-dessus, on s'est mis aussi avec des drops qui étaient très différents des drops habituels. On était sur un drop beaucoup plus bas. On avait cette notion donc de rocker aussi qui était complètement différente, et cette notion je dirais, d'adaptation au terrain qui était complètement différente. Mais bon, on savait qu'on allait être décrié. Et à partir de là, la seule chose, c'était de prouver
je dirais, par des gens qui allaient se rendre compte du bénéfice. Et la meilleure manière dont enfin la première manière dont on s'est, au-delà de, je dirais, au-delà de nous en train de tester les différents produits, c'est quand on est venu à l'UTMB en 2009, qu'on a fait essayer les produits et qu'une dizaine de personnes ont dit est-ce que vous seriez d'accord pour que je puisse essayer, pour que je puisse prendre la chaussure pour courir l'UTMB. Et tu le sais comme mieux que qui que ce soit, arriver à l'UTMB et changer de chaussure à la veille de la course, quand les gens se sont préparés pendant des années pour faire ça, c'est pas quelque chose d'habituel. Donc ça déjà, ça a été un très 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 bon signe. Puis après, on a continué à avoir je dirais, des gens de bon niveau qui ont commencé à se rendre compte aussi des bénéfices. Donc, et le premier truc qui a été fantastique, ça a été à la Hard Rock avec, je perds le nom de la femme américaine qui avait acheté ses chaussures, qui a pris la tête de la Hard Rock pour garder la tête de la Hard Rock devant tous les mecs pendant plus de 80 miles. Et donc il y a eu ça, puis il y en a eu plein d'autres à la suite. On a eu un rep quelqu'un qu'on essayait d'avoir, qui était à la fois qui à la fois faisait de l'athlé et de la course de montagne, qui nous avait dit je veux bien venir avec vous, mais mon test, ça va être très simple. Je vais courir un 10 000 mètres et il faut que je fasse un temps qui est à peu près similaire au temps que je fais avec mes chaussures à pointe. Et il a pris la Bondy, il a couru le 10 000 mètres et il a fait moins de 31 minutes au 10 000. Et il en revenait pas lui-même, en s'étant rendu compte que dans la deuxième moitié de course, en fait, il allait beaucoup plus vite. Donc on savait qu'on avait quelque chose et que c'était une question de temps, tout simplement, pour avancer là-dedans. La chance qu'on a eue, c'est que comme il y avait une tendance qui était différente, au moment où on était très peu connu, où on avait très peu de moyens, etc., ça nous a laissé le temps de se mettre en place, en quelque sorte, de prendre position. Et quand les gens ont commencé à arriver, on avait déjà pris position, ça s'accélérait. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine fierté de regarder le marché où il n'y a pas une seule marque qui n'est pas ces gammes oversize, quels que soient les domaines. Et puis en plus, quand on regarde même les silhouettes des produits, ça devient même caricatural, quoi, en quelque sorte. J'ose pas imaginer les discussions qu'il y a eu dans certaines entreprises sur le sujet. Un des points qui a été aussi très intéressant, c'est quand Nike a démarré son programme sub 2 hours au marathon, enfin moins de 2 heures au marathon, ils étaient partis complètement à l'opposé. Ils étaient partis sur faire une chaussure ultra légère, ultra plate, ultra fine, etc. Et ce sont les coureurs, les athlètes eux-mêmes qui ont dit mais non, ça marchera pas. Donc ils sont repartis des bases au cas qu'ils ont retravaillé et amélioré et fait avec le succès qu'on connaît pour faire les développements qu'on connaît. Mais Oka a été leur point de départ, en fait, aussi de la chaussure à moins de 2 heures. Donc en plus aujourd'hui avec l'apport du carbone et des autres technologies qui font qu'il y a un peu plus de dynamisme et qu'on voit qu'il y a un gain réel en performance. Et c'est vrai qu'une des forces de Oka à l'époque, c'est que vous allez aussi tout de suite sur les 3 univers du running qui sont à la fois le trail, la course sur route avec la Bondy et le triathlon. Ce qui fait que tout de suite ça devient un succès puisque vous faites tester, comme tu le dis, à des grands coureurs, vous avez tout de suite des résultats, forcément une interrogation et beaucoup de médiatisation autour de ça avec la presse. Et comment on fait aujourd'hui pour gérer une telle croissance, puisqu'en l'espace de quelques années, je crois que ça démarre en 2009, vous revendez la société au groupe Dakers, tu vas revenir là-dessus, je pense, en 2012, et en 2015-2016, je crois, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2022, quand on s'était vu au bord des chemins à l'UTMB, tu m'annonçais que pour la première fois, Oka dépassait le milliard sur une année consolidée. C'est une success story ou une business story? Je dirais que tout développement comme ça ne peut se faire que si les consommateurs sont contents.
C'est pas, tu t'achètes pas, je dirais, un succès auprès des consommateurs, d'autant plus quand tu es peu connu au début, quels que soient même tes moyens. Si tu veux, faut avoir en tête que Nike, c'est en termes de chiffre d'affaires, c'est 50 milliards. Donc tu vois la taille relative, je dirais, de l'une par rapport à l'autre et leur capacité, je dirais, marketing, distribution, ainsi de suite. Donc ce qui fait la réussite du développement, en premier lieu, c'est quand tu as un concept qui apporte un bénéfice consommateur large et que les gens sont contents du produit, réachètent le produit, en parlent dans leur environnement, etc. Donc ça, c'est le point de départ. Le deuxième point, sous l'angle business, c'est que tout seul, on n'aurait jamais pu faire ce développement-là. Ça demande des moyens de distribution, ça demande toute une logistique, je dirais. Par exemple, rien que le fait de pouvoir bénéficier dans le cadre d'un groupe de tout ce qui est au niveau de la supply chain, des relations avec les usines, des coûts de transport entre l'Asie et l'Europe ou l'Amérique du Nord, euh, toute la logistique qui se met en place, ça, il faut avoir un groupe. Et puis après, il y a le fait que le partenaire réellement croit, je dirais, au potentiel et s'engage notamment en termes de vente et de marketing. Donc là, il y a un moment donné où il faut anticiper en quelque sorte à chaque fois les investissements une année en avance. Donc tu peux pas appliquer des ratios en quelque sorte classiques de profitabilité. Il faut que tu te mettes dans une situation d'accélération et ça tu ne peux le faire que si tu es aussi avec si tu as un certain nombre de moyens qui te permettent d'aller de faire ce type d'investissement. Donc c'est ce que le groupe Deckers a permis de faire en ayant la vision qui avait le potentiel de développement et donc d'accélérer les choses. Puis à un moment donné, ben, tu atteins une certaine taille critique et à ce moment-là, l'accélération, en quelque sorte, elle se fait presque naturellement. Alors, tu l'accompagnes, bien entendu, tu continues à investir, ainsi de suite, mais tu as un effet d'accélération. La courbe, elle est toujours un petit peu exponentielle, en quelque sorte. Tu as un effet d'accélération quand tu atteins une masse critique et tu deviens crédible. Quand les gens voient à l'UTMB, tu vois, quand on a un tiers des participants à l'UTMB qui sont en chaussures au cas, tu as une masse critique qui est là. Tu ne peux pas ne pas le voir et tu ne peux pas ne pas essayer. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas en finale, c'est ton choix. Mais automatiquement, tu vas te poser la question de pourquoi. Et même si tu avais une autre marque ou un point de vue différent, tu vas essayer et peut-être que tu vas dire, bah, finalement, c'est pas si mal. Ils sont pas forcément stupides d'utiliser ce genre de produit. Donc, il faut, je dirais, au départ, c'est vraiment toujours une offre qui correspond enfin, un bénéfice qui correspond à un vrai besoin le plus large possible. Euh, et c'est ce qu'on a vu, par exemple, les triathlètes, tu vois, qui mesurent tout plus que quelque autre sportif que ce soit. Euh, ils voyaient bien à quel point, puisque c'est les seuls qui démarrent un marathon en étant déjà bien entamés suite à la natation et au vélo, donc le fameux mur du 25e, 30e kilomètre, etc., il était d'autant plus marqué en triathlon. Et là, ils se sont rendus compte que bah, ce moment-là se passait beaucoup mieux, que par ailleurs, ils pouvaient s'entraîner plus longtemps sans se faire mal. Et donc, en finale, bah, ils gagnaient. Donc, c'est tout cet ensemble de choses qui, au fil du temps, voilà, deviennent logiques et qui font que tu as du succès. Mais il faut une armée, je dirais, pour que tu sois capable de distribuer des produits dans tous les pays, de satisfaire tes détaillants, de satisfaire tes consommateurs, de leur répondre quand ils ont une question sur quel est le produit qui serait le mieux adapté pour eux, etc. Il faut beaucoup, beaucoup de monde. Alors justement, tu parlais de l'UTMB, l'expérience de Salomon, où tu disais tout à l'heure qu'il fallait aussi événementialiser, que la marque aille sur des événements pour être visible. Est-ce que selon toi, le partenariat UTMB qu'on connaît maintenant depuis, je crois, 4 ans, avec la marque Oka, était incontournable à la fois dans le développement de la marque, devenue américaine, mais aussi au sens plus large de la pratique du sport? Est-ce que c'était un challenge gagnant-gagnant
à la fois d'investir sur un événement, mais aussi de se dire, finalement, on va aussi travailler pour nos concurrents en médiatisant et en allant vers une force un peu plus incroyable de la pratique de la discipline. Oui, je crois que c'est une multitude de choses. C'est d'une part, si tu veux, euh, l'UTMB nous a permis d'exister au départ, et donc c'est aussi comment dire, un remerciement à ceux qui nous ont permis d'abord d'exister au tout départ. La première action qu'on a fait, le moment où on est arrivé, ça a été de présenter des produits à la fin de l'été 2009 à Chamonix et de faire essayer des choses. Donc ça, c'est, je dirais déjà psychologiquement et en liaison avec nos origines, c'est quelque chose qui nous a motivés. Et puis tu connais aussi bien Nicolas qui a fait des performances incroyables à l'UTMB en tant que coureur. On a tous participé à différentes courses là-bas, donc on a une affection particulière à ça. Ensuite, quand tu crées un business, je crois que tu ne peux pas le regarder que sous l'angle business. Tu dois le regarder aussi sous l'angle de quelle est ta contribution par rapport aux consommateurs dans la pratique des sports qui sont les tiens. Et même si effectivement, tu peux dire, en développant la notoriété, en étendant en contribuant à aider au développement des circuits à différents endroits, tu vas aider un petit peu tes concurrents. En final, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de regarder est-ce que tu permets à des consommateurs d'avoir des expériences uniques, et tu le sais très bien, les gens qui pratiquent, qu'est-ce qui fait que les gens sont si motivés sur le trail? C'est qu'ils ont la sensation de vivre une expérience unique. Et ils vont en parler, en parler, en parler. Pour eux, c'est exceptionnel, mais pour tout leur environnement, c'est exceptionnel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on se doit de développer, qu'on se doit de permettre aux gens de faire le plus proche de chez eux, parce que tu peux pas envoyer, tout le monde ne peut pas venir à Chamonix. Donc il faut développer des épreuves en différents endroits. Ce qu'on avait fait avec Salomon au tout début des circuits trail ou dans le cadre du cross aventure. Donc tu dois contribuer à faire ça. Et puis après, tu as l'angle en finale, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau, sous l'angle business. Tu montres que tu es effectivement présent dans cet univers, mais ta présence, faut jamais oublier que la plus forte indication, c'est le comptage des gens qui utilisent tes chaussures pendant les différentes épreuves. C'est ça qui nous donne la plus grande fierté, si tu veux, à un moment donné, parce que les gens font ce choix pour quelque chose qui est un moment fondamental pour eux dans leur vie. Euh, et le fait de les accompagner après de manière plus générale, eh ben c'est un juste retour des choses. Un comptage, on a fait un article sur Milestone par rapport au comptage à l'UTMB. C'est vrai que depuis, je crois, 3 ans, vous êtes passé numéro 1 avec maintenant près de un tiers, 30%, plus de 30% des pieds comptabilisés à la fois sur l'UTMB, la TDS et la CCC. Euh, c'est aussi sans doute une vision intéressante. Aujourd'hui, le trail se développe à échelle internationale, à vitesse grand V. Toi, quelle est ta vision sur 2030, par exemple, à échéance de 5 ans, du développement à la fois de la discipline et vu que tu es directeur de l'innovation, du développement des produits, est-ce qu'on peut encore s'attendre vous avez révolutionné le monde du trail avec l'oversize. Est-ce qu'on peut s'attendre à une révolution identique dans les années à venir? Oui, je pense que, alors, pour le développement du sport, je pense que le sport outdoor au sens large va continuer à se développer de manière forte. Et le trail en est un des éléments clairs. Dès que les gens, je dirais, qui font de la route touchent aussi au trail, tu t'aperçois que voilà, ben ils ont envie d'aller là parce que t'as des paysages qui sont plus variés. C'est une autre atmosphère, une autre connexion, je dirais, avec la nature et avec les autres que tu n'as pas sur la route. Certes, un marathon de New York va être une expérience incroyable aussi de relation avec les autres, mais c'est pas
je dirais, c'est un effort particulier. Là, tu peux faire plus de distance, tu peux plus partager, tu découvres d'autres terrains. Donc, c'est quelque chose où on voit que, et toutes les études, là, ce matin, j'avais encore une étude qui tombait et qui annonce 6, 5, 6% de croissance continue chaque année, etc. Je pense que c'est encore plus que ça qui va se passer. Donc, donc oui, le potentiel est là et le trail influe directement aussi les pratiques connexes, qui sont les pratiques de l'outdoor marche, on va dire, euh, avec des gens qui vont faire qui vont marcher plus longtemps, qui vont marcher de manière plus confortable, mais plus vite également, qui vont marcher en montée, mais qui vont trottiner en descente, qui vont faire le GR5 de manière plus agréable. Donc les développements qui se sont passés entre elles, de toute façon, vont influencer l'outdoor au sens large. Il suffit de regarder aussi en parallèle ce qui se passe dans le monde du vélo, que tu connais, ces deux domaines ne cessent d'évoluer. Après, en termes de technologie, tu as vu comme tout le monde à quel point la technologie dans les chaussures de route avait évolué de manière incroyable ces 3-4 dernières années. Et il est évident que pas mal d'éléments vont se retrouver aussi dans les chaussures de trail, avec les adaptations nécessaires, bien sûr, parce que tu es sur un terrain qui est différent et tu peux pas prendre une Nike Alpha Fly et puis te dire je vais aller faire l'UTMB avec. Là, non, ça va être très difficile pour toi. Mais beaucoup d'éléments qui sont, je dirais, qui sont arrivés via les chaussures de route, naturellement, vont se retrouver dans les chaussures de trail. Les plaques ont déjà démarré, des plaques adaptées, bien sûr, des profils qui sont différents. Donc, je pense qu'on va voir une évolution assez significative dans les 2 ans à venir, des versions performantes des chaussures de trail, aussi bien au travers des plaques que des géométries, que des mousses. On va vivre une évolution assez forte. Ouais. On va arriver au bout de cet entretien, Jean-Luc. Je rappelle que la marque Oka a été aussi fondée par 3 autres personnes, hein. Vous étiez 4 au début de l'aventure. Il y avait Christophe Aubonnet, Sébastien Mazard et Nico Mermou. Et donc toi, et en 2009, vous vous lancez dans cette aventure. Ensuite, le point sur lequel je voulais revenir rapidement, parce que c'est aussi l'endroit où tu te situes, c'est Outdoor Sport Valley. Qui a été, je crois, créé en 2009, c'est ça? Et dont tu es président. Et l'idée de Outdoor Sport Valley, c'était aussi une idée, je pense, ingénieuse et visionnaire. C'était de créer, je me souviens qu'on en ait parlé ensemble, c'était de créer sur le modèle de la Silicon Valley en Californie, la vallée des sports outdoor entre presque Grenoble et Chamonix. Qu'est-ce que ça a apporté au monde du sport outdoor et au trail, si on va dans le détail des disciplines? Alors, c'est une idée qui a été initiée, et je veux dire, faut bien mettre Rémi Forçant là-dedans, parce que Rémi a été un des architectes majeurs de ce truc-là, en liaison avec les pouvoirs publics, de se dire, on a des entreprises qui sont, on en revient à cette notion de l'équipement sport d'hiver qui était un petit peu le gros domaine d'activité de la région, et que on ne pouvait pas continuer à avoir des entreprises qui aient autant de zig et zag dans leur vie d'entreprise, et comment faire pour lier un petit peu nos forces, se développer au-delà du marché traditionnel de l'équipement, permettre à de nouvelles marques d'éclore dans un domaine dont on savait qu'il avait du potentiel, qui pouvait être dynamique. La force a été déjà de pouvoir assembler les marques qui étaient les plus solides dans le domaine. Donc ça a été les Millet, ça a été les Salomon, ça a été aussi Patagonia qui était sur Annecy, de North Face qui était sur Annecy, etc. Et dire, euh, permettons, je dirais, à des entreprises de plus petite taille ou à des entreprises qui veulent se créer, d'avoir plus de connaissances, d'avoir plus d'éléments, je dirais, qui peuvent les aider à se développer, de manière à ce que dans la région se bâtisse un tissu économique
durable, fort pour la suite. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que l'outdoor au sens large et le trail, qui est souvent un peu un vecteur d'image de l'outdoor, était un élément vraiment clé parce que le trail je dirais, demande un équipement qui est relativement large. C'est-à-dire qu'à la fois, on a les chaussures, bien sûr, mais si je remonte, déjà, les chaussettes jouent aussi un rôle parce que dès qu'on est dans du long, c'est un rôle. Puis ensuite, on a tout le vêtement au-dessus. Puis on a la bagagerie. Puis et dans le vêtement, on a toutes les couches, aussi bien donc les couches près du corps que les couches de protection contre la pluie, le froid, ainsi de suite. On a les sacs à dos, on a les bâtons, on a les lampes, on a les GPS, enfin, il y a tout un équipement qui est associé à la pratique de l'outdoor au sens large, qui permet d'avoir un portefeuille de produits qui est très très large. Et donc dans ce cadre-là, ça permet à des entreprises qui peuvent être plus ou moins spécialisées par domaine, de se développer. Et une fois que tu as démarré dans un domaine, tu démarres dans la bagagerie, tu peux t'étendre aux vêtements, ou alors tu continues dans la bagagerie, mais dans d'autres domaines. Et puis, en complément de tout ce qui est, je dirais, à pied, tu as toute la partie vélo, qui a énormément de similitudes parce qu'on utilise les mêmes types de terrain. Et le vélo, lui aussi, a évolué de manière forte avec du matériel complémentaire. Et il suffit de voir ce qui se passe, les équivalents des ultras en vélo, en course de trail. Ça a explosé en vélo et ça a donné naissance aussi à tout un univers. Donc c'était cette vision de se dire, sortons-nous de l'équipement seul du sport, de l'équipement seul, sortons-nous encore plus de l'équipement seul du sport d'hiver pour permettre à un grand nombre d'entreprises de se développer au-delà, et aidons ces entreprises et formons également des jeunes au travers d'un circuit de formation que notre regretté ami Pascal Aymar avait mis en place pour donner des formations de vente, donner des formations à tout ce qui est textile, donner des formations de management dans l'univers du sport, de manière à ce qu'il y ait également, je dirais, des gens formés à ces nouveaux besoins. Puisqu'on avait fait le constat qu'il y avait un certain nombre de domaines dans lesquels on manquait d'expertise, de façon générale. Donc ça a été une magnifique aventure qui a vraiment marché et qui continue à marcher, mais qui a été permise, comme je disais, par des pouvoirs publics qui ont compris aussi qu'ils étaient là pour aider, pour faciliter, mais pas pour prendre les décisions surtout. Ça a été exceptionnel de leur part de permettre ça. Ça a été tous les responsables d'entreprise qui ont donné de leur temps complètement gratuitement, etc., pour permettre de bâtir ces choses-là. Et c'est une des aventures, je dirais, professionnelles les plus comment dire, agréables à regarder, parce qu'elle est complètement dénuée d'intérêt financier quelconque direct au départ. C'est vraiment une volonté d'aider une industrie à se développer. Alors justement, la transition est presque toute trouvée. Tu arrives presque en fin de carrière, faut pas se le cacher. J'imagine que tu aspires aussi peut-être à avoir des moments un peu plus calmes, mais justement toujours sur cette expérience Salomon retranscrit chez Oka en se servant de ce qui s'est passé chez Adidas, aujourd'hui OSV. Est-ce que ce plaisir en fait de partager presque gratuitement, de venir aider des gens. Est-ce que tu as déjà pensé à l'après et pourquoi pas avoir ce rôle justement de business angel, de retrouver aussi cet après OSV sous une autre forme dans quelques mois, quelques années, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé? J'ai pas formalisé quoi que ce soit pour le moment, mais parce que je dirais, j'ai encore quelques temps où je vais continuer à faire des choses, parce que ce qui est assez marrant, c'est que quelque part, plus tu as la chance de travailler dans différents domaines, plus tu acquiers de l'expérience et plus tu es capable de trouver des choses nouvelles. Donc même si effectivement tu commences je dirais, à avoir un certain âge, en fait, paradoxalement, la gymnastique intellectuelle, elle marche encore pas mal
pour trouver de nouvelles choses. Mais en continuant à évoluer, c'est sûr qu'il y a une part où tu veux donner. Donc la part où tu veux donner, c'est d'aider des gens dans leurs projets. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je ferai. Sous quelle forme à définir? D'une part, il y a des entités qui déjà existent, comme tu dis, l'OSV par exemple existe. Mais je crois que c'est quelque chose qui me motivera toujours de pouvoir aider des gens à bâtir leurs aventures. Donc, j'ai pas de formalisation du sujet. Je suis pas non plus un milliardaire, donc je suis pas un business angel au sens de Bill Gates ou autre. Mais c'est quelque chose certainement vers lequel je m'orienterai. Alors, c'est encore dernier point que je voulais aborder, mais alors il a été cité magistralement. Justement, aux États-Unis, on a souvent l'habitude d'associer les grands patrons, les grands dirigeants de société à des noms. Bill Gates, chez Microsoft, Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as l'impression d'incarner Jean-Luc Diard, la marque Oka aux États-Unis? Non, j'ai pas cette non, faut rester humble et comme je l'ai dit, la notion de, je dirais, une marque, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que c'est une armée qui travaille au quotidien. Il y a des milliers de personnes, je dirais, que ce soit dans la production, dans la logistique, dans la vente, dans la promotion, etc., dans le développement, qui contribuent à ça. De la même manière que quand on a démarré l'entreprise, au-delà des personnes que tu as citées, en fait, c'était une équipe, si tu veux. Il y a des gens qui étaient tout aussi importants dans la partie commerciale, dans la partie administrative, dans la partie marketing. Donc, en fait, on avait une équipe de 8-10 personnes, si tu veux. C'était ça l'équipe de départ, des pionniers de départ. C'est pas limité aux personnes que tu as citées. Et donc, plus tu avances, plus tu as un grand groupe de personnes qui ont des influences extrêmement fortes sur le sujet. On est aussi dans le cadre d'un groupe, donc c'est pas le principe de il y a une personne qui fait telle ou telle chose. Chacun a des contributions. Tu peux en avoir un peu plus à un moment ou qu'à un autre, mais c'est difficile d'isoler. C'est comme un moteur, si tu veux. Le moteur n'ira jamais aussi vite que le maillon le plus faible, quoi, en quelque sorte, du truc. Donc il faut, je dirais, il y a toujours cette notion d'une équipe qui gagne et pas d'un individu qui gagne. Je suis pas un fan de la personnalisation du sujet. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc, de nous avoir accordé ce temps d'entretien qui a dépassé largement l'heure. On est à plus d'1h05. En tout cas, merci. Nous, ici, il fait presque nuit. La nuit commence à tomber avec un nuage de sable du Sahara. Toi, la semaine commence de ton côté. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je suppose qu'on se retrouvera du côté de Chamonix fin août, la dernière semaine d'août, puisque cette année, c'est la dernière semaine d'août, l'UTMB. Voilà, effectivement, on se retrouve là. Et puis, merci à toi, Fred. Et puis, bravo pour la création de cette nouvelle aventure là dans laquelle tu t'es engagé. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.